Bon les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo réaction-réponse à l'une des vidéos de Psyodélique qui a lui-même fait une vidéo réaction sur l'une de mes vidéos. C'est le serpent qui se mord la queue, mais que voulez-vous, c'est comme ça. C'est assez rigolo à faire comme type d'exercice et j'ai envie de le faire avec vous parce que Psyodélique m'adresse quelques questions personnelles et aussi il soulève certains points qui sont très intéressants, donc j'ai envie de les compléter, j'ai envie parfois de les corriger et j'ai envie d'apporter mon point de vue en fait à cette analyse qu'il fait parfois dans la vidéo, dans sa réaction, et c'est très très intéressant. Alors il réagit à la vidéo sur le traité de Lisbonne, est-il caduc ou non, est-il légal ou non? C'est celle où Francis Lalanne a été invité sur le plateau de Berkov sur le Vif, donc le plateau de Tocsin, et ça a fait pas mal réagir les gens, ça a embrasé la toile, ça a fait pas mal de réactions, notamment celle de François Asselineau et tant d'autres. Et je pense que cette histoire, elle a encore quelques litres d'encre à faire couler, mais là, on va pas s'attarder, j'allais dire s'arrêter, on ne va pas s'attarder sur cette affaire, on va plutôt s'attarder sur toutes les réponses de Psyodélique, sur son analyse, et on va essayer de compléter tout ça. Et vous allez voir que c'est très intéressant, hein. J'ai soulevé plein de points vraiment très très intéressants à voir avec vous, et donc on va faire ça tout de suite maintenant. On va passer sur mon écran, on va regarder son introduction, et ensuite on passe tout de suite à 9 minutes 43 pour commencer cette vidéo réaction. C'est parti. Il faut qu'on revienne sur un sujet assez compliqué, d'analyse politique de fond. Vous me connaissez, moi, l'analyse politique? Mais le sujet est extrêmement intéressant. Donc on va réagir à une vidéo qui s'intitule « Le traité de Lisbonne est illégal. La vérité cachée derrière la ratification du traité de Lisbonne, on nous a trahis en 2018. » Et vous allez voir, c'est assez incroyable. Alors, je fais une petite modification, ce n'est pas 2018, mais 2008, l'année à laquelle le traité de Lisbonne a été signé, ratifié. C'est pas très grave, mais c'est vraiment en 2008 que le peuple a été trahi. Non pas parce qu'il y avait une irrégularité dans le processus, ni même dans le traité, mais bien parce qu'ils n'ont pas respecté la volonté du peuple, hein. Rappelez-vous, en 2005, ils avaient voté non à la majorité. 55%, c'est pas rien. Donc, l'État et le système a littéralement chié à la gueule des Français. Je suis désolé du terme, mais là, vu l'ampleur des dégâts aujourd'hui et dans quelques années, il n'y a pas d'autre terme. Et donc, ils ont trahi les Français et aujourd'hui, eh bien, on est dans une situation qui est vraiment un véritable bourbier. Mais on va en discuter dans cette vidéo, vous allez voir, ça va être très intéressant. Maintenant, on va aller à 9 minutes et des poussières. Dans cette vidéo, on va commencer cette réaction. Pareil, hein, en termes de l'Europe, vous vous souvenez, hein, quand on nous a fait voter pour ou contre l'Europe, tout le monde a voté contre et le président a fait « Bon, on va quand même le faire pour. Pourquoi tu nous as fait un référendum ?» Et d'ailleurs, depuis ce moment-là, on n'a jamais plus eu de référendum. Et rappelez-vous, en 2022, je crois que c'était en 2022, quand le président s'est représenté, donc on parle bien d'Emmanuel Macron, s'est représenté à la présidentielle, il nous avait tout simplement dit « Oui, bon, j'ai compris, je vais vous écouter, on va redonner la parole aux Français, donc on va organiser potentiellement 2 futurs référendums. » Bon, quel que soit le niveau, en fait, d'importance de celui-ci, on en a pas revu. Effectivement, comme le dit Psyodélique, ça n'existe plus. Bah, tout simplement parce qu'ils s'en foutent, ils sont dans l'Union européenne, maintenant ils font partie intégrante de cette construction européenne et ils n'ont plus besoin de l'avis des Français. De toute façon, l'avis des Français ne compte pas puisque c'est l'Union européenne qui décide de quasiment tout. Donc à partir du moment où toi, en tant que Français, en tant que peuple souverain de France, tu ne décides de plus rien, eh bien on n'a pas besoin de te demander ton avis. Ça ne servirait à rien, donc finalement, eh bien on a arrêté les référendums. Pour le bien comme le pire. Mais bon, on aimerait pouvoir avoir au moins de temps en temps une consultation, histoire de dire oui ou non, et puis que ce soit respecté derrière. Parce que, comme on l'a vu en 2005, le bal-trou, il s'est bien élargi, on s'est bien foutu de nos tronches. Et d'ailleurs, comme ils ne sont pas confiants à 100% sur leur propagande, ils voient bien actuellement que les narratifs leur échappent, hein. Tout ce qu'ils font, nous bourrer la tête avec leurs mensonges, eh bien ça marche avec une certaine partie de la population, mais pour l'autre, elle se rend compte que c'est des mensonges. Et si demain on a un référendum, bah, il se pourrait bien que, encore une fois, le résultat ne soit pas celui qu'ils espèrent. Et donc, ça les obligerait encore une fois, eh bien, à ne pas respecter la volonté du peuple. Et là, ils seraient encore plus cramés et ça pourrait réveiller des gens qui sont actuellement endormis. Donc le système, il s'évite des complications en évitant tout simplement de demander l'avis au peuple. De toute façon, il ne l'écoutera même pas. Donc bon, à quoi bon, j'ai envie de te dire. Ensuite, on va aller à 13 minutes et 8 secondes et vous allez voir que ce qu'il dit est très intéressant. Ça va pas durer longtemps, mais écoutez bien, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je vous expliquerai pourquoi je pense, à mon sens, qu'il a raison. Le Frexit, c'est pas vraiment une solution, justement, on va l'aborder dans la deuxième partie de la vidéo, là. Vous allez voir, c'est pas une solution, le Frexit, c'est pas du tout. En tout cas. Et effectivement, on y reviendra plus tard, donc je développerai mon point de vue là-dessus un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais effectivement,
Le Frexit n'est pas la solution. Il fait partie de la solution, c'est un élément de la solution, mais ce n'est pas la solution à tous nos problèmes, loin de là. Au contraire, ce sera le début d'un tout autre niveau de problème, mais on va en reparler un tout petit peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, on va aller à 15 minutes et 15 secondes. Sinon, concernant la justice, eh bien, je vais vous expliquer ce que moi j'ai trouvé, et puis on va voir si effectivement on peut faire sauter ces traités, d'une part. Alors, attention, hein, je ne suis pas juriste, c'est pas moi qui vais déterminer si oui ou non on peut le faire, mais en tout cas j'ai quelques petites pistes. Voilà, le créneau il est pas grand, voilà, clairement le créneau n'est pas grand, et puis surtout il est encore plus petit que ce qu'on pense, parce que l'année prochaine, 2026, réforme des traités de l'Union Européenne, alors c'est pas annoncé de manière publique, ou du moins ça l'est, mais pas de manière explicite. Du coup, les gens ne comprennent pas. Je crois, j'ai l'impression en tout cas d'être le seul, je vois personne. J'ai beau faire le tour des médias alternatifs, j'ai beau regarder partout, Florian Philippot et tous les autres, d'accord, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez compris, tous ceux qui font partie de la dissidence, contrôlés ou pas contrôlés, on s'en fout, c'est pas le débat, mais tous ceux qui vont dénoncer le système et qui dénoncent ce qui est en train de se passer, je vois personne me parler de ça. Alors soit je suis... Mais Bigate. Mon ancien pseudo c'est Bigate, je sais pas si s'identifie encore comme Bigate. Bigate. T'as vu comment c'est casse-couille? Tu m'étonnes que personne ne va en parler. Il est là le truc. Il est là le truc. C'est vrai, c'est chiant la politique, mais on doit vraiment s'intéresser à ce qui se passe autour de nous pour comprendre ce qui va nous arriver. Parce qu'on peut faire l'autruche autant qu'on veut, la politique, elle a de réels effets sur nos vies. Et si on ne s'intéresse pas à ça, si on n'est pas un contre-pouvoir, eh bien, on va subir bêtement, mais sûrement, toutes les décisions qui seront prises au-dessus. Alors, je ne fais pas de politique profonde, hein. Je ne suis pas là en train de faire de l'analyse, comme tu le dis au début de vidéo, tu me dis oui, c'est de l'analyse profonde. Je n'estime pas, à titre personnel, faire de l'analyse profonde. C'est un peu ce que tu fais sans le savoir ou sans l'admettre quand tu analyses des contenus de droite, des contenus de gauche et que tu fais tes réactions. Moi, personnellement, j'évite de le faire. Ce que je fais, c'est que j'analyse vraiment avec un spectre très large. Je regarde ce que font les gros et j'essaie de comprendre ce qu'ils essaient d'appliquer et d'instaurer chez les plus petits, c'est-à-dire la France et les autres pays qui font partie de l'Union Européenne. Chaque État est un petit dans un monde de grands qui veut l'asservir et absorber tout simplement leurs États, leurs richesses, leur population et avoir un levier sur absolument tout ce qui fait un État. Et ça, c'est un vrai problème que malheureusement personne ou presque n'a envie d'aborder. Alors, il y a bien l'opposition, il y a bien la dissidence, toutes ces chaînes d'information qui vont informer et réinformer la population matin, midi et soir, hein, par exemple Tocsin, TV Liberté, etc. On va pas toutes les citer, mais il y en a plein des chaînes comme ça qui font ce travail avec des intervenants de qualité, qui parlent de tout et de rien, mais qui expliquent à la population ce qui se passe réellement en sous-marin, avec par exemple les vaccins, les décisions politiques, la guerre, etc., la corruption, tout ça. C'est vraiment très intéressant, mais personne ne parle de cette réforme des traités de l'Union Européenne. Et pourtant, c'est vital, parce qu'on parle de l'avenir de notre pays, de la survie de la nation. La nation est sur le point de se faire dissoudre. On est sur le point de devenir une région des États-Unis d'Europe. Et ça me fait peur, parce que j'ai l'impression que certaines personnes qui sont dans la confidence ou qui savent parce qu'ils ont analysé le dossier en parlent mais de loin, sans jamais rentrer dans le détail, sans jamais dire attention, à partir de l'année prochaine, ils vont travailler là-dessus. Attention, ils vont faire une convention exceptionnelle. Ils vont commencer à parler de ratifier des amendements qui ont été adoptés en 2023, etc. Et ça me fait peur. Sincèrement, ça me fait peur, parce que j'ai l'impression d'être le spectateur impuissant de quelque chose qui me dépasse. Alors que si on était tous, non pas des spectateurs, mais des acteurs, si on était tous, vraiment tous des acteurs, je peux vous dire qu'en haut, ils se feraient dessus. Et quand il s'agirait de faire un référendum et de respecter la voix de chacun, je peux vous dire qu'ils y réfléchiraient à deux fois. Parce que derrière, chaque personne qui est politisée et qui est en action, en activité contre ce système, eh bien, ça serait un levier énorme contre eux. Aujourd'hui, ils ont réussi à diviser la société, ils ont réussi à dépolitiser les gens, ils ont réussi à les dégoûter de la politique, et du coup, aujourd'hui, c'est littéralement le champ de Mars. Ils ont toute la voie disponible pour dérouler leurs agendas, leur propagande, et c'est fiesta loca. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences, et demain, on va peut-être en payer des conséquences bien plus dramatiques, puisque pour réussir à faire tout ça, et pour avancer de manière plus sereine, eh bien, ils ont besoin de la guerre. Donc ça se pourrait bien qu'on en paye le prix du sang, que nos enfants en payent le prix du sang, que nos petits-enfants et arrière-petits-enfants en payent aussi le prix du sang. Et derrière ça, eh bien, il y a tout ce que j'aborde dans mes autres vidéos, 1984, que tu as lu, du moins j'ai déjà vu que tu en parlais, donc je pense que tu as au moins les notions de ce qui se passe là-dedans, avec le ministère de la Vérité, etc., la propagande, la guerre interminable, les valeurs inversées, enfin bref, tout ça, on s'y dirige. Et ça me fait mal de voir que personne n'en parle. Tout le monde est en train de commenter ce qui se passe à droite, à gauche, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc.
Ce que je ne critique pas, hein, je veux dire, là je suis pas en train de critiquer le fait que ça soit aussi ton cœur de métier. Au contraire, je suis content qu'il y ait des personnes qui parlent de tout et qui permettent en fait d'informer des personnes qui n'ont pas spécifiquement le temps en fait de s'informer. Donc c'est plutôt divertissant de passer sur une chaîne YouTube, d'écouter ce qui se passe à droite à gauche et d'avoir l'opinion de diverses personnes. Par exemple toi ou d'autres personnes qui font exactement le même métier. Mais là, quand on parle de politique et de vraie politique qui va vraiment changer la structure de notre société et qui va tout simplement nous impacter, eh bien j'aimerais bien voir plus de personnes qui ont le pouvoir de faire changer les choses dans l'esprit des gens, eh bien s'investir là-dedans et parler de ces choses-là. Parce que moi, je n'ai que 10 000 abonnés, toi tu en as quand même beaucoup plus, hein, 263 000 abonnés, c'est énorme. Moi je t'ai connu, tu avais moins de 10 000 abonnés, hein, c'est vraiment un truc de fou. Et voilà, il y a eu du chemin et il y a des chaînes qui sont bien plus grosses, mais qui font, j'ai l'impression, semblant de ne rien voir ou qui font semblant, en fait, d'effleurer la surface du sujet sans véritablement dire attention, bientôt, c'est la fin de la nation française. Merde, c'est quand même notre pays. Il y a un moment donné, il faut quand même essayer de se bouger le cul pour essayer de le sauver. Et tu le sais, hein, personnellement, j'ai jamais fait de politique. Parce que plus tard dans la vidéo, tu dis clairement qu'on se connaît depuis un petit moment, et c'est vrai, tu le sais, enfin, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé ensemble, mais à l'époque, la politique, je m'en taponne le sgeg, hein, comme c'est pas permis. Mais aujourd'hui, eh bien, force est de constater que la politique m'a rattrapé, que la réalité m'a rattrapé, que je le sens dans mon quotidien, que tout le monde le sent dans son quotidien, et qu'on sent le danger arriver. On le sent. Même sans être politisé, on le sent. Donc quand on s'y intéresse, ça fait mal. Ça fait mal de constater qu'en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Et désolé pour le terme, tout le monde s'en bat vraiment les steaks. Et que les conséquences arrivent et qu'elles vont être dramatiques. Et les gens n'ont même pas conscience de ce qui va leur tomber dessus dans pas très longtemps. Ils n'ont pas conscience que leur pays est en train de se faire piller, vandaliser, qu'il est vendu à la découpe, qu'on est en train de vendre leur vie. Hein, je parle bien des citoyens, on est en train de les vendre, on est en train de les asservir, on les enchaîne avec la dette et avec d'autres moyens de pression, on est en train de les enchaîner et bientôt on n'aura plus le choix que de se plier aux règles de ce système. C'est une longue digression que je viens de faire, mais c'est pour ça que je trouve dommage que les gens n'en ont strictement rien à battre de la politique. La politique, que tu n'en aies rien à faire ou pas, que tu fasses l'autruche ou pas, elle aura des conséquences sur ta vie. Donc si tu ne t'en occupes pas, la politique s'occupera de toi. C'est pas une phrase de moi, je l'ai déjà entendue quelque part, mais elle est vraie. Elle est vraie. Si tu ne t'en occupes pas, la politique va s'immiscer dans ta vie et va s'occuper de toi. Et parfois, si tu vas jusqu'à la guerre, hein, la géopolitique, la guerre, la confrontation avec un autre État, si tu vas jusqu'à échanger des tirs d'obus, des tirs de munitions, de l'artillerie, des drones, etc., si tu vas jusqu'à te péter la tronche contre un autre État, eh bien, c'est pas ceux qui décident, hein, c'est le peuple, c'est la populace, c'est les gens qui vont morfler. Et ça a des impacts réels. Parce que une famille qui perd un père, un enfant qui perd son père parce qu'il a été sur un champ de bataille, c'est une vie qui est modifiée à jamais. Parce que s'il n'y avait pas eu cette guerre, ce garçon ou cette fille, elle aurait grandi avec son père. Elle aurait eu une autre éducation, une autre vie, etc. Et c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, la guerre, ça impacte profondément la nation sur plusieurs générations. Il n'y a pas que la personne qui est décédée sur le champ de bataille. Tout le monde y passe. Là, je parle de la guerre, mais il y a bien d'autres choses que je traite sur cette chaîne qui me font bien plus peur que la guerre, parce que la guerre, c'est passager. Par contre, ce qu'ils sont en train de faire à côté, ça va être permanent. Et ça aussi, c'est très dangereux. Je vais redonner la parole à Psyodélique. On va retourner vers 21h40 et on va potentiellement avancer un petit peu plus dans ce sujet. Voilà, hein, c'est pour ça que tranquillement, on avance, on continue à construire cette Union européenne, alors que, visiblement, il y a eu des vices de procédure et que, donc, aux yeux de la loi interne, ce traité est caduc. Et pourtant, eh bien, comme ça n'a pas été dénoncé, il continue à être valide. Alors, je reviens vite fait sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, parce que, évidemment, on a continué les analyses après la publication de celle-ci, et on en est venu à la conclusion que, normalement, ce traité est légal aux yeux de la loi. Parce que la loi organique encadrait le mandat des sénateurs en repoussant tout simplement le renouvellement des sénateurs d'une année. Donc ils avaient le droit de voter, ils avaient le droit de légiférer sur ce traité, et donc ce traité n'est absolument pas caduc aux yeux de la loi. C'est ce que François Asselineau a expliqué à Francis Lalanne via une question-réponse dans une vidéo à lui. C'est aussi ce que Florent Philippot a expliqué dans un de ses lives, et c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé en regardant tout simplement les textes. On a été voir sur Légifrance, etc. On a regardé ce qui s'était passé à l'époque, et on en est arrivé à cette conclusion. Il n'y a pas en fait de vice de procédure. D'accord ? À un moment donné, je parle de faux en écriture publique, etc. C'est pareil, il aurait fallu qu'il y ait volonté de créer une pièce artificielle, une fausse pièce qu'on met au dossier pour faire passer la pilule. Ce qui n'a pas été le cas, donc il n'y a pas de faux en écriture publique non plus. C'est
c'est des termes comme ça qui peuvent être très vite interprétés de manière très grave, parce que finalement, on pourrait littéralement dire, allez, on casse tout, de toute façon, rien n'est légal, etc. Alors que dans les faits, eh bien, tout a été fait, entre guillemets, dans les règles. Alors peut-être bien que Francis Lalanne, dans son livre, que je n'ai pas encore lu, il explique tout ça, et finalement, sa conclusion, c'est, oui, les traités ne sont pas légaux, ils sont caducs, mais il faut lire ce livre, il faut comprendre l'acheminement, et comprendre pourquoi il en arrive à cette conclusion. Parce que, dans sa réponse à monsieur François Asselineau, Francis Lalanne explique bien que dans son livre, il parle aussi de cette loi organique de 2005. Donc s'il en parle, c'est qu'il était déjà au courant, et s'il arrive à cette conclusion de c'est caduc, c'est qu'il y a bien eu une démarche, il y a bien eu une émulsion intellectuelle, il y a bien un truc qui l'a amené ici à cette conclusion. Et ça, il faut en prendre connaissance, il faut en débattre, et c'est ce que je reproche aussi à la sphère souverainiste actuelle, c'est qu'en fait tout le monde se crache dessus, personne n'essaie de creuser dans ce sens, et personne n'essaie de voir s'il n'y avait pas véritablement une faille, comme l'annonce Francis Lalanne. Après, qui a tort, qui a raison, dans tous les cas, on n'est pas là pour faire un procès, on n'est pas là pour changer les choses dans le sens où, personnellement, à titre personnel, je ne pourrais pas faire levier sur l'État, sur le système, sur l'Union européenne pour la faire tomber. Donc voilà, je laisse les grands faire, et puis voilà, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent nous aider, ils nous aident. S'ils veulent pas nous aider, ils nous aident pas. Dans tous les cas, je ne suis pas sûr que ça soit possible de faire jouer cette carte, parce que même si c'était caduc, comme le dit François Asselineau, et c'est de la logique, qui détient la décision? Qui détient le système? C'est le système. C'est lui qui décide si oui ou non c'est caduc. Et si le système a validé tout ça, il va pas s'auto-détruire, il va pas se saboter lui-même, donc ça n'a aucun sens d'aller titiller l'État et l'Union européenne avec ces fameux traités. Il faudra dézinguer l'Union européenne, donc en faisant un Frexit, mais en faisant bien plus, vous allez voir après, on va y revenir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas l'Union européenne qui va s'auto-détruire, s'auto-saboter en se disant « Ah oui, c'est vrai quand même, on a fait les choses, mais on les a mal fait. Du coup, on recommence. Allez, on reprend une feuille blanche et on fait... » Non, ça n'existe pas, ça ne se fera pas. Mais voilà, je préférais quand même revenir là-dessus pour préciser ça, parce que ceux qui auraient vu cette vidéo que j'ai tournée, je ne vais pas la supprimer, au contraire, on construit comme ça notre expérience, notre narratif, notre investigation au fur et à mesure que les vidéos sont publiées, nos recherches se creusent, etc. Et donc, on a suivi une démarche. On s'est peut-être potentiellement trompé, mais au moins, on arrive à la conclusion que il y a de grandes chances, allez, 98% de chances que ces traités soient tout à fait légaux. Donc, affaire classée, peut-être, je pense. Je sais pas, on verra bien. Ça c'est pas moi qui décide, ok ? Mais bon, quand on regarde autour de nous les pays qui font partie de l'Union européenne, déjà ils y sont rentrés volontairement, et puis surtout ils n'ont aucune volonté. Alors des fois ils font des petits coups de gueule, oui, on va menacer de quitter l'Union européenne, le seul pays l'ayant fait étant le Royaume-Uni. Quand on voit ce qui s'est passé, ça pique pour eux, le Brexit, c'est tout simplement la fin de leur pays. Et je suis totalement d'accord avec Big Gate là-dessus. Et c'est pour ça aussi, pour que cette vidéo est assez intéressante, au bout d'un moment, histoire de moi aussi redonner un peu mon avis là-dessus. Parce que c'est vrai que je parle très très rarement de politique, mine de rien, ou au moins on va dire je survole la politique, mais je rentre jamais vraiment dans des profondeurs insondables, en détail, en analyse et tout, parce que ça me fait chier, parce que c'est chiant. Mais moi, je suis fatigué de voir, il faut faire un Frexit, il faut se libérer de l'Europe, il faut faire un Frexit. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre. C'est pas le Brexit qui a détruit l'Angleterre. C'est pas que le Brexit qui a détruit l'Angleterre. Ça fait partie d'un tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui a détruit l'Angleterre, c'est les élites mondialistes qui sont là-bas et qui siègent, qui ont tout noyauté de l'intérieur et qui suivent finalement les directives de l'Union européenne et qui vont même beaucoup plus loin. Donc c'est comme si que l'Angleterre faisait encore partie de l'Union européenne, mais avec des élites qui sont complètement débridés. Et j'ai l'impression que c'est un espèce de laboratoire où on fait toutes les expériences possibles et inimaginables pour voir ce qui est le plus efficace. Voilà. Et ce qui est le plus efficace pour détruire un État-nation, on va l'appliquer tout doucement mais sûrement, on va le distiller dans les autres nations, histoire de tout détruire de plus en plus vite et de façon très efficace. Parce qu'un laboratoire, c'est tout simplement un endroit où tu fais des tests. Et une fois que tu as fait ces tests, tu sais comment les gens réagissent, comment il faut faire pour les faire le mieux réagir possible, comment éviter que les gens se rebellent, etc. Enfin bref, tu as tout un attirail de données qui vont te permettre de savoir comment exploiter au mieux une situation. Et à mon sens, l'Angleterre a été sacrifiée pour faire guise de laboratoire, mais aussi pour montrer d'exemple, comme je le dis dans la vidéo qu'on est en train de regarder, montrer à l'exemple à tous les autres pays qui voudraient quitter cette Union européenne. Parce que ceux qui sont à la tête des États-nations, des différents États-nations, ces gens-là, ils savent ce que c'est la corruption, ils savent comment fonctionne cette mafia qu'est l'Union européenne. Parce que, faut pas avoir honte de le dire,
ces élites-là qui nous gouvernent et qui nous dirigent, ces gens-là imitent littéralement les méthodes, les tactiques, les stratégies des pires mafieux. Donc, à partir du moment où tu as une tête corrompue qui est capable de tout, même jusqu'à détruire une nation, bon, quand t'es le pays qui est à côté et qui dit, bon, si je sors là, je risque de morfler sévère, tu réfléchis à 2 fois. Et donc tu vas faire un petit coup de gueule, tu vas ramener un petit peu de caillasse dans les tiroirs. Hein. Tu vas dire, attention, je vais quitter l'Union Européenne. Donnez-moi des sous ou je quitte l'Union Européenne. Donc hop, subvention, etc. Ou alors tu arrives à négocier 2-3 trucs par rapport aux autres pays qui sont plus avantageux, mais ça s'arrête là. Tu restes dans l'Union Européenne. Et si tu voulais en sortir, eh bien, ça ferait exactement comme l'Angleterre avec le Brexit, mais aussi comme la Grèce qui a voulu sortir de l'euro quand c'est devenu la crise. Eh bien, on les a complètement ensevelis, on les a détruits, on a fait en sorte qu'il y ait une austérité de malade qui aujourd'hui s'en ressent encore, et on en a fait des exemples. Voilà. Mais on reviendra après sur la Grèce parce qu'il en parle, et du coup, on va s'intéresser un petit peu à la Grèce. Mais voilà, pour moi, le Brexit, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu. Enfin, techniquement, officiellement, ça a eu lieu, et du coup, le narratif, il sert dans les médias, etc. Ils s'en servent énormément pour dire, vous voyez, ce que ça fait de ne plus être dans l'Union Européenne, c'est la fin de votre pays. Enfin, je veux dire, sans l'Union Européenne, vous ne pouvez pas résister au mondialisme, etc. D'ailleurs, c'est comme ça que ça nous a été vendu. L'Union Européenne, le premier traité, la Constitution européenne qui aurait dû avoir lieu en 2005. Rappelez-vous, 2005, c'était la Constitution européenne. On n'était pas sur le même délire de traité qui allait faire des amendements, etc. C'est pas du tout la même chose. À la base, on nous l'a vendu comme quelque chose qui allait nous sauver, tout simplement, qui allait nous sauver, ça allait être plus agréable en termes économiques. Bref, on va y revenir après. Mais globalement, l'Union européenne, c'était un gage de paix, c'était un gage de prospérité économique, c'était un gage de liberté de circulation des capitaux, des personnes, des entreprises, etc. Enfin bref, tout le monde peut circuler correctement et facilement dans l'Union européenne, il n'y a plus de frontières entre les pays de l'Union européenne, et c'est surtout une protection, un gage de résistance face à la mondialisation. Ça te permettait d'être plus résistant à ça, parce que l'Union fait la force. Au final, on a eu tout le contraire. C'est pas étonnant, mais bon, en 2005, on te proposait quand même une constitution européenne avec un drapeau unique, un hymne national, enfin du moins c'est un hymne supranational, une devise, etc. Alors quand je parle de devise, c'est l'euro, mais aussi la devise type liberté, égalité, fraternité, tu vois. Enfin bref, et c'était surtout des institutions plus fédérales. Donc on était en train de construire une Europe fédérale. On a dit non, du coup les traités sont arrivés, alors c'est des traités qui amendent d'autres traités, etc., etc. Les institutions conservent leur fonctionnement comme actuellement c'est le cas, donc avec une indépendance certaine, et voilà, on n'est pas dans une fédéralisation. Et donc on a tout fait pour faire en sorte de faire couler les pays et d'instaurer petit à petit, vraiment petit pas, par effet cliquet, donc on ne peut plus retourner en arrière, eh bien cette fédéralisation. Et on va même aller plus loin, puisque eux, aujourd'hui, ils visent la centralisation. Donc ils visent en fait à concentrer tous les pouvoirs en un point et à pouvoir décider en fait pour tous les États-nations sans que eux puissent décider. Et ça, c'est très grave. Voilà, c'est extrêmement grave. Donc, le Brexit, c'est qu'un exemple. C'est pour vraiment te remettre dans le rail. Et si tu dépasses un petit peu, si ta tête, elle dépasse comme ça, boum, on te la coupe. Voilà. Donc, restez dans le rang, mes amis, et faites ce qu'on vous dit, et ne vous plaignez pas parce que y a pire que vous. Voyez, regardez l'Angleterre, regardez bien. Regardez la Grèce, regardez là aussi. Voilà. Donc si la France ne veut pas finir pareil, restez à votre place et laissez-vous faire, bande de moutons. Voilà, laissez-vous tondre, bande de chacals. Le Brexit n'est pas la fin de la Grande-Bretagne. Justement, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous invite, franchement, vous voulez mieux comprendre le Brexit. Est-ce que vous voulez mieux comprendre le Brexit et pourquoi c'est le bordel en Angleterre vis-à-vis de la population, à cause du Brexit, je vous invite vraiment à regarder les 4 saisons de La ferme de Jeremy Clarkson. Dedans, vous avez un énorme exemple de la folie qu'a été le Brexit et de la folie que l'Angleterre n'a pas réussi après à éponger les problèmes vu qu'ils ne sont plus en Europe. Et ça met en lumière un peu la population des agriculteurs et ceux qui ont très peu de moyens, de comment ils ont vécu le bordel du Brexit.
Ouais, et les agriculteurs en ont pris plein la tête et c'est pas fini. Et pareil en France, hein. Je veux dire, la France, elle est en train de se faire saccager son agriculture. Malheureusement, les Français se font attaquer de toutes parts. Alors économiquement, industriellement, on est déjà ras des pâquerettes. On s'est fait défoncer, on s'est fait surendetter comme c'est pas permis. Les services publics sont à l'os, on s'est fait dépouiller aussi dans ce sens-là. Et l'agriculture, donc l'indépendance alimentaire de la France, eh bien, elle est attaquée, comme ça fut le cas, ce fut le cas en Angleterre et comme ça sera le cas dans d'autres pays bien après. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement nous rendre dépendants. Voilà, ils veulent nous rendre dépendants de cette Union européenne. On n'aura plus le choix. Donc ce seront eux qui distribueront bientôt les tickets de rationnement. Si tu veux manger, eh bien, tu fais ce qu'on te dit de faire. Si ton peuple veut manger, eh bien, il fait ce qu'on lui dit de faire. Et il n'a pas le choix, sinon il va pas pouvoir manger. Et puis, la bouffe qu'on te donnera, ce ne sera pas forcément celle de meilleure qualité, hein. Celle que tu produis en France et que tu ne peux même plus te permettre d'acheter. C'est ça le comble. C'est que tout ce que l'on produit, on ne peut plus le consommer en étant sur le plancher des vaches. On est en France, il y a des producteurs locaux, on n'a plus les moyens de payer ces producteurs locaux. C'est quand même de la grande folie furieuse. L'énergie, elle est produite en masse via les centrales électronucléaires et on n'a même pas les moyens d'acheter cette énergie pas chère. Pourquoi ? Parce qu'on l'a indexé sur le gaz, j'allais dire russe, mais il est même plus russe. Hein, maintenant, je sais même pas, oui, ça vient des États-Unis maintenant, le GNL américain. Mais bon, on indexe ça sur des usines à gaz qui sont en Allemagne et qui ne tournent pas du tout le temps. C'est-à-dire que c'est ponctuel. Tu la rallumes de manière ponctuelle. Nous, nos centrales électriques, les centrales nucléaires, elles tournent H24 et c'est à nous de nous indexer sur une centrale qui va fonctionner de temps en temps, qui est la centrale qui coûte le plus cher à mettre en route. Donc forcément, ça fait gonfler nos prix. Donc on se la prend bien profond. Voilà. Et c'est pareil pour la bouffe, c'est pareil pour tout. Tout est fait dans ce pays pour te ruiner. Voilà, parce qu'il faut mettre la France à genoux. Parce que la France est trop puissante. La France ne se laissera pas absorber par une Union européenne. Hein. La preuve, enfin une Europe fédérale plutôt, parce qu'on est déjà dans l'Union européenne. Mais par une Europe fédérale. Parce que les Français l'ont prouvé en 2005. Ils ont voté non. Donc si demain on leur demande de fédéraliser l'Europe, donc ce qui était prévu en 2005, ou de centraliser l'Europe avec un centre de commandement européen, eh bien les Français vont encore une fois dire non. Potentiellement, on ne sait pas. Maintenant, avec la propagande, etc., bon, peut-être, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ils ne nous laissent pas le choix, ils nous affaiblissent, ils absorbent, ils détruisent. Peut-être qu'après, on ira à la guerre, on reconstruira après. Peut-être qu'ils sont en train de nous vider les poches, histoire de préparer cette guerre. Hein. Quitte à nous envoyer à la guerre, autant tout prendre, et puis voilà, on prend ce qu'il y a à prendre. Et une fois qu'il n'y a plus rien, on détruit tout, et on reconstruit une nouvelle Europe, plus fédérale, plus centralisée, et avec nos propres codes. Et puis les Français et les autres pays qui seront sacrifiés, bah c'est pas grave, hein, il y aura 2 nouvelles générations par la suite. Je sais pas si ça vous parle tout ce que je vous dis, mais ça me fait quand même un peu peur quand je m'entends des fois. Et je vous invite vraiment à regarder la ferme de Jeremy Clarkson, en plus c'est rigolo. Mais pour mieux comprendre l'état de la Grande-Bretagne vis-à-vis du petit peuple, vis-à-vis des agriculteurs et vis-à-vis de l'importance de l'Europe et du manque de l'Europe, regardez ça. Ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le Brexit, si on fait un Frexit à la française, ça va être compliqué aussi pour beaucoup de monde. Ça sera exactement pareil. Là, je vois que dans ces commentaires, il y a quelqu'un qui dit non, c'est les mondialistes toujours au pouvoir qui ont annihilé l'effet du Brexit. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Et je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire qui effectivement dit vrai. Enfin, selon moi, hein, selon ce que j'ai pu glaner comme information et sur le recul que j'ai en fait sur ce Brexit et sur la situation en Europe, pour moi, c'est vraiment un effet de sabotage. On n'a laissé aucune chance à l'Angleterre de se relever. Parce qu'elle aurait montré l'exemple aux autres pays qu'il était possible de se sortir de ce goulag qu'est l'Union européenne et d'en sortir fort, vainqueur. Donc, ça aurait lâché les freins, les autres auraient fait pareil au bout d'un moment et l'Union européenne aurait explosé. C'est aussi simple que ça. Donc, ils n'avaient aucune raison valable de nous laisser faire. Et donc de laisser faire le Brexit. Point. Il y en a beaucoup qui vont y laisser des plumes. Là, on est d'accord que l'Europe amène énormément de problèmes, mais elle aide aussi pas mal de personnes. Pas beaucoup. Ça se discute, on l'a vu pendant la colère des agriculteurs, autour de tout ça. Et on le sait, hein, la France donne plus à l'Europe qu'elle n'en reçoit. Du coup, c'est une bonne question, ça. Est-ce que la Grande-Bretagne donnait plus à l'Europe qu'elle n'en recevait à l'époque, pour voir si c'est un peu similaire. Le problème, c'est pas l'Europe. Hein. Moi, comme je l'ai déjà dit, hein, le problème, c'est pas l'Europe. L'Europe, c'est très bien. Sur le papier, c'est très bien. L'idée, elle est très bien. Les États-Unis, c'est une espèce d'Europe un peu plus fédérale.
Et derrière, il y a les USA. Ce qu'il faudrait faire, c'est une Europe à l'américaine. Et que chaque État soit un peu plus souverain. Et aussi de reformer l'Europe de manière différente. Là, actuellement, elle est dominée par des ultra-woke gauchistes qui, leur seul but, c'est d'amener 60 millions d'immigrations en plus, je vous rappelle. C'est le quota. 60 millions d'immigrations en plus à travers toute l'Europe. Parce que ils ne veulent pas réduire la voilure, ils ont besoin de main-d'œuvre et ils sont prêts à détruire le peuple et à détruire l'économie, juste parce qu'ils ne veulent pas baisser un petit peu la facture. À l'américaine fédéraliste. Enfin, je ne sais pas les bons termes, je ne connais pas les bons termes, mais comment c'est une Europe américaine? Une Europe plus souveraine, tu vois, chaque État aux États-Unis est souverain. Trump est président des États-Unis, mais il n'a pas vraiment de pouvoir sur chaque État. Alors, j'ai laissé ce grand extrait volontairement parce qu'il est très intéressant. Il parle plusieurs fois des États-Unis d'Europe et des États-Unis d'Amérique. Il fait la comparaison entre les deux. Il dit clairement que l'Europe devrait se fédéraliser, type les États-Unis d'Amérique. Sauf que dans les faits, on est en train d'aller vers ça, puisque, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, on est en train de réformer ou de préparer la réforme de ces fameux traités de l'Union européenne pour aller plus vers une fédéralisation, voire une centralisation. Le problème, c'est que ça sera très différent des États-Unis. Les États-Unis ont quand même une certaine indépendance, voilà. Les États peuvent choisir un petit peu leur politique, leur direction, etc. Enfin bref, tout ce qui a trait à un pays, un État, eh bien, ils l'ont encore. Sauf que nous, on est en train de nous retirer tout ça. On ne sera plus souverain de rien, on n'aura plus aucune compétence. Il faudra demander à Bruxelles pour faire tout et rien. Et surtout, si on n'a pas l'autorisation, on ne pourra rien faire. Donc, on va vers cette fédéralisation, mais celle-ci sera verrouillée. On sera dans 1984. En vrai, c'est vrai que ça fait un peu peur quand je dis ça, mais absolument tout porte à croire en fait qu'on va aller dans cette direction. Donc c'est très grave. Et donc quand Psyodélique, donc mon cher Dalibor, tu dis que c'est très bien sur le papier l'Union européenne, alors sur le papier tel que ça a été vendu peut-être à l'époque, quand je vous dis que c'était gage de paix, bon, on n'a pas eu de guerre depuis 80 ans, c'est très bien, mais on est en train de créer le terreau fertile pour faire la prochaine guerre avec la Russie, et ça va faire mal. Et tout porte à croire qu'on s'y dirige, parce que ceux qui nous dirigent ont tout intérêt à ce que cette guerre dure et qu'elle se déclenche. Donc, l'Union européenne, finalement, c'est pas tant gage de paix que ça. La prospérité économique, il n'y a qu'à voir l'état de notre pays. Et ça, c'est dû à quoi? À l'Union européenne, uniquement à ça. Alors après, évidemment, on a aussi des politiques en France qui sont complètement vendus à cette Union européenne. Donc forcément, ça n'aide pas. C'est peut-être pour ça que le déclin va aussi vite actuellement. Parce qu'actuellement, les élites sont absolument toutes corrompues. Il n'y en a plus aucune d'intègre, il n'y en a plus aucune qui se bat littéralement pour l'avenir des Français et pour les intérêts des Français. Non, c'est exclusivement pour les leurs, pour les intérêts de l'Union européenne, pour les intérêts des mondialistes, etc. Enfin bref, c'est la merde. C'est la merde. Littéralement. Et où est-ce qu'on va comme ça? Eh bien, on va vers une Europe plus fédérale qui sera encore plus destructrice pour nos États-nations. La prospérité économique, certes, on ne l'a pas eu, mais on n'a pas eu tout le reste. Les mondialistes sont en train de nous rouler dessus, avec tous ces traités à la con là qu'on fait comme le Mercosur. Il faut voir ce qui va arriver, il faut voir comment nos agriculteurs vont crever. Et ça, c'est uniquement dû, encore une fois, aux traités qui ont été signés et imposés aux différents États-nations par l'Union européenne. Les droits de douane avec les États-Unis, c'est pareil. Et absolument tout comme ça. Donc, c'est bien sur le papier, mais il faudrait que ça reste sur le papier. Et que ça vienne pas nous faire chier en vrai. Parce que un État-nation qui a absolument tous ses leviers, toutes ses compétences en main, il peut faire pression sur les différents États et faire des traités commerciaux. Et s'il est nul, s'il est à chier, s'il mérite de crever, c'est de sa faute et uniquement de sa faute à cet État. Voilà. Par contre, quand t'as plus rien et que c'est les autres qui décident à ta place, t'es une victime du système. Et là, clairement, c'est la merde. Parce qu'on t'impose tout et rien, et t'as pas le choix que de fermer ta bouche. Sinon, tu te prends une claque derrière la tête. L'immigration, tout ça, c'est voulu par ces mondialistes et par cette Europe qui veut se fédéraliser. Et pour ça, eh bien, on a besoin de cette immigration. On va y revenir un petit peu plus tard parce que tu en parles, et ça tombe bien, on en reparlera un petit peu plus loin dans cette vidéo. Mais globalement, tout ça, c'est lié. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose, l'Union européenne? Absolument pas. Et même si c'était formé avec de bonnes élites, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant pour les différents États-nations. Alors, c'est intéressant pour les petits pays. À un moment donné, tu parles des petits pays, c'est très intéressant pour eux parce qu'ils arrivent en Union européenne, et comme tu l'as dit, la France donne plus qu'elle ne reçoit. Donc c'est vrai que nous, on reçoit un peu d'aide, mais tout l'argent qu'on donne et qu'on ne récupère pas, parce qu'on est contributeur net, voilà, j'ai retrouvé le mot, on est contributeur net, donc on donne plus que l'on reçoit. Si on donnait tout cet argent à nos agriculteurs et à tous les domaines qui ont besoin d'argent,
Donc tous ces milliards qui sont perdus, si on les donnait à des secteurs économiques de notre pays, eh bien notre pays s'en porterait que mieux. On n'a pas besoin des autres pour nous aider, c'est nous qui aidons les autres à se développer. On construit des autoroutes en Hongrie, en Roumanie, etc. et on délocalise nos propres industries en Roumanie, en Hongrie, etc. Donc en fait, on est en train de délocaliser notre travail avec notre argent. Et nous, on s'appauvrit. Et c'est pour ça que je trouve que l'Union européenne, c'est de la pure merde. Et nous, on est en train de le subir. Alors je suis désolé, je suis un peu vulgaire comme ça. Et mon ami psychodélique, mon ami Dalibor, si je parais un peu, des fois un peu agressif, je n'ai aucune hostilité envers qui que ce soit, et surtout pas envers toi, mon ami. Mais vraiment, il faut comprendre que l'Union européenne, c'est pas du tout ce qu'on nous vend au quotidien, et que c'est extrêmement dangereux pour notre avenir. Et que là, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la dissolution de notre État. On est en train de perdre notre État. Et on va y revenir après sur tout ce qui est le volet immigration. Ça joue un rôle là-dedans. L'insécurité, tout ça, ça joue un rôle là-dedans. Et ça craint. Ça craint parce qu'on le subit, et on le subit dans notre chair, dans notre quotidien. Et c'est nous qui payons la facture. Sur tous les plans, sur tous les domaines. On paye toutes les factures. Et ça craint. Alors qu'en Europe, quand l'Europe dit quelque chose, les autres sont quasiment obligés de s'aligner dessus. Voilà, je suis content que tu l'aies dit. Alors je sais plus si tu dis d'autres choses, on est à 26 minutes et 18 secondes, mais j'ai pris un autre timecode qui est de 41 minutes et 34 secondes. Donc on va aller voir ce qui s'y dit là-bas, et on va en débattre juste après. Alors 41 minutes et 34 secondes. Le Papy Boom a cotisé toute sa vie. Oui, mais ça marche pas comme ça. Le Papy Boom a cotisé toute sa vie, mais pour les retraités que quand lui il était jeune. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y a plus assez de jeunes pour cotiser, pour pouvoir payer les retraites des Papy Boomers. Parce qu'il y en a trop. Alors, là, je crois que tu le dis après, mais du coup, je vais expliquer pour mon audience. Les retraites, c'est un vrai scam. D'accord ? C'est un Ponzi, mais c'est même pas possible d'imaginer. En fait, quand on nous dit qu'on cotise, on imagine, et c'est ça la magie des mots, la novlangue, c'est incroyable. Parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il cotise, pour lui, dans sa tête, il a une petite tirelire quelque part dans un des coffres de l'État avec son nom écrit dessus, et chaque année, eh bien, il cotise pour sa retraite. Donc, il y a de l'argent qui est versé dedans et qui travaille. Et puis, quelques années plus tard, il vient, une fois qu'il a rempli toutes les conditions pour percevoir cette retraite, il s'installe confortablement dans son canapé et il n'a plus qu'à attendre que l'argent tombe du ciel. Sauf qu'en fait, cet argent, il n'y a pas de boîte. Cet argent, il n'est pas stocké quelque part. Cet argent, il part directement dans la poche d'un retraité. Là, quand tu travailles, tu payes le train de vie d'un retraité. Et c'est pareil pour tout le monde. Chaque génération fait ça. Sauf que comme il y a de moins en moins d'actifs par retraité, alors à l'époque c'était 4 actifs pour un retraité, aujourd'hui c'est 1,7 actifs pour un retraité. Et bientôt ça sera 1 pour 1. Donc tu donneras la moitié de ton salaire à un retraité. Elle est là, la vraie explication du déclin des retraites. C'est un véritable scam. Et je vais même aller plus loin. Lisez le livre 2008 de Pierre Jovanovic, ou allez regarder ses interviews, il va vous expliquer une chose. L'argent des retraites a été littéralement siphonné pour renflouer les caisses des banques lors de la crise des subprimes en 2008. Donc, double trahison en 2008. Le traité plus le renflouement des banques et donc l'aspiration, le siphonnage des fonds qui étaient destinés aux retraites des gens. Et aujourd'hui, on le paye, il faut renflouer ces caisses, l'argent a disparu. L'argent ne fait que disparaître de toute façon en France. C'est un pays riche qui était extrêmement riche d'ailleurs. Dans une vidéo de Teddy en roue libre, j'ai appris une chose qui était très intéressante, c'est que alors je ne sais plus c'était quel type de renseignement, en tout cas des renseignements qui ont été déclassifiés par les États-Unis, dans ces renseignements-là, pendant un certain temps, la France était deuxième économiquement au monde. Deuxième économiquement, ça veut dire qu'on était juste derrière les États-Unis. On leur faisait peur et c'est pas pour rien qu'on s'est fait démolir aussi. On est la cible. Là aujourd'hui on ne représente plus rien, on n'est plus un danger. Maintenant, le danger, c'est la Russie, c'est la Chine, etc. Donc, on réoriente les conflits. On va chercher l'argent là où il est. On va chercher les pétroles, les matières premières, etc. Bref, on fout la merde partout. C'est bon, la France, c'est fini. Bientôt, elle fera partie de l'Europe des États. Alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la France? Finissez-la. Terminez-la. Voilà. Et donc, est-ce que tu auras une retraite plus tard? Alors, pas toi, Psyo, mais est-ce que toi, qui me regarde, tu auras une retraite plus tard? Eh bien, la réponse est non. Surtout si tu es jeune. Donc, commence à investir maintenant, achète des actions, ne les achète pas en Europe, quoique, après, s'ils font une réforme, s'ils travaillent une nouvelle Europe, peut-être que comme ils dirigeront l'économie via l'union de l'épargne des marchés des capitaux, ils redirigeront et flécheront l'économie, l'épargne des Français vers telle ou telle industrie. Eh bien, si tu investis dedans, forcément, tu profiteras de l'argent des Européens, et donc, tu verras ton patrimoine s'envoler. Mais bon, je me méfie vraiment de l'Union Européenne et donc personnellement, moi j'investis pas en Union Européenne. J'ai tout vendu, même à perte à un moment donné, mais je m'en fous, au moins je ne suis plus en Union Européenne. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu penses que tu vas avoir une retraite, eh bien je te garantis que non.
Voilà, je veux pas te déprimer, mais vraiment, prends ton avenir en main et n'attends pas que ces escrocs, hein, ces mafieux, je le répéterai jamais assez, ces enfoirés de mafieux qui nous contrôlent, qui nous dirigent, ces gens-là sont en train de nous faire les poches. Donc s'ils nous font les poches, c'est pas pour te les rendre plus tard, hein. Ils vont pas te rendre le contenu de tes poches plus tard. La retraite, c'est un vrai scam, ok? Donc est-ce que tu dois attendre quelque chose d'eux? Une protection, quoi que ce soit? Non. La protection, c'est quoi? C'est le gilet pare-balles qu'ils vont t'offrir pour aller te faire trouer la peau sur le front ukrainien? C'est ça la protection que tu attends de l'État? Je peux te dire que le gilet pare-balles, il sera pas assez solide face à un pain de Semtex ou à une clé mort qui sera accrochée à un drone ou à un mortier ou je sais pas quel autre explosif qui va te péter à la gueule. Ça va être violent. Et là, je peux te dire que tes beaux jours, ils vont être vite finis. Très très vite. C'est un effet d'escalier. Toi, quand tu cotises pour ta retraite, tu cotises pas pour ta retraite en fait. Tu cotises pour la retraite des retraités qui sont déjà actuellement là, sur place. Ça sera les jeunes de demain qui vont cotiser pour ta retraite. Mais après, tout le système de toute façon de cotisation, de retraite et tout. Là, moi, je ressors de mon bilan comptable avec mon expert comptable pour ma société. C'est ça votre revenu? Alors vous mettez 40% plus pour les cotisations sociales et tout. On se fait tailler un short and stop. Voilà, tu vois à quel point tu te fais enfumer par le système. 40% de charges sociales qui vont permettre en fait de faire tourner le système social et économique, etc. Bref, c'est le contrat social que tu n'as pas signé mais qu'on t'a obligé à adopter. Donc tu arroses le système avec ton argent, la création de valeur qui a été à l'origine de ton temps. Hein. Je veux dire, ton temps a été échangé contre de la valeur. Voilà, tu crées quelque chose, tu travailles pour ça. Eh bien, on t'en prend 40% pour les redistribuer et faire tourner ce système qui est un Ponzi. Et au passage, on prend des TVA, on prend ci, on prend ça. Bref, tout est surtaxé et finalement, toi, il te reste pas grand-chose. Tu te fais bien enfoncer le fiac. Voilà, je suis désolé, c'est pas très poli, hein, mais on est face à une réalité, là. On se fait vraiment enfumer, hein, pour de vrai. Et au bout d'un moment, on le critique beaucoup. Francis Lalanne, c'est devenu un peu une lolco, mais il a besoin de soutien aussi. Humainement, il est chill. Humainement, il est chill. Le mec a le cœur sur la main, il est chill. Il mérite pas... il mérite qu'on le critique sur pas mal de sujets, mais il mérite pas tant de haine et tant de viscéralité dans les critiques qu'on peut lui apporter. On a un vrai... Alors, je ne sais pas du tout quelles sont les critiques qui sont proférées à l'encontre de Francis Lalanne. Clairement, je ne suis pas un fan de son travail, de ses chansons. D'accord, mais c'est pas une critique, hein. C'est un bon artiste, sûrement. C'est juste que j'écoute pas de musique. Donc comme ça m'évite de connaître tous les artistes. Je n'écoute plus de musique depuis très très longtemps. Je trouve que c'est quelque chose qui me ramollit le cerveau. Et donc j'évite d'écouter de la musique. Donc Francis Lalanne, c'est pareil. Je connais quand même son travail, mais en surface. À partir de là, en dehors du cadre de l'artiste, je ne sais pas pourquoi il se fait autant taper dessus par les différentes personnes de tous les partis, de tous les bords. Je ne sais pas ce qui se dit, je ne sais pas, enfin bref. Mais visiblement, j'ai vu que dans les commentaires, il y avait quand même un certain niveau d'animosité. Ce que je trouve quand même un peu abusé pour quelqu'un qui combat le système, qui dénonce en fait ses dérives, qui essaie en fait d'apporter sa pierre à l'édifice et qui essaie de faire en sorte que la France se relève. Enfin, je veux dire, on est divisé à ce point pour cracher sur la moindre personne qui ouvre sa bouche et qui ose dénoncer le système parce qu'elle est artiste, parce qu'elle a tenu des propos dans le passé qui n'étaient pas forcément à la mode ou j'en sais rien. Enfin, il y a un moment donné, on doit tous s'unir, on doit tous oublier nos différences et on doit faire en sorte de faire front commun contre ce système. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde ne l'a pas compris. J'ai même l'impression en fait que personne ne l'a compris. Hein. Alors, il y a certaines personnalités évidemment qui en parlent, mais très peu. Et pourtant, on a besoin d'unité. Hein. Je veux dire, si tu ne fais pas front commun contre ce système qui veut t'éradiquer, tu vas juste être un moucheron de plus sur son chemin. Hein. Il va t'écraser et puis il va passer au suivant. Donc respectons un petit peu Francis Lalanne, hein, même si, je sais pas, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, respectons-le quand même pour son combat. Et soutenons-le parce qu'il en a besoin. Alors, comme je vous l'ai dit, les traités de Lisbonne, bon, caduc ou pas caduc, il aura d'autres combats, monsieur Francis Lalanne. Hein. Et il fait partie de ce combat. Donc, même si il a dit une bêtise, et je dis pas qu'il l'a dit, hein, mais même s'il a dit une bêtise et que c'est avéré exact, que finalement ces traités sont tout à fait légaux, et que donc ses propos sur la chaîne de Berkoff sur le vif et sur GPTV ne sont pas réels, enfin ça a été une bêtise, eh bien faut pas non plus lui dire toute sa vie, t'as dit de la merde une fois, donc forcément tu n'es pas digne de faire partie de la résistance. Au contraire, il aura tenté quelque chose, il l'a tenté depuis très longtemps, puisque son livre, il a été écrit en 2009. Donc il y a un moment donné, je veux dire, si c'est pas un vrai patriote, c'est quoi? Je veux dire, tu peux faire un petit peu d'opportunisme en essayant de vendre des livres, mais les livres, c'est pas ce qui rapporte le plus dans le monde, hein. Clairement pas. Je veux dire, il y a des gens avec des chaînes YouTube qui se font des couilles en or, littéralement, en disant de la merde. Francis Lalanne, bon,
je suis pas sûr qu'avec ses 21 000 abonnés, il se fasse des coronets en or, d'accord? Et que depuis qu'il s'est mis en porte-à-faux avec le système, il soit surmédiatisé, et que donc il ait des contrats juteux, etc. Je pense qu'il a eu plus à y perdre dans ce combat contre le système que s'il avait coopéré avec le système. Hein, quand tu vois toutes ces stars qui ont, voilà, enfin, ils ont des carrières incroyables alors qu'ils sont nuls, ce sont des buses. Bah, c'est juste parce qu'ils sont amis avec certains, voilà, milieux du système et que bah, ils sont partisans de ce système. Ils en font leur promotion via leurs chansons, etc. Donc, est-ce qu'on peut être méchant comme ça avec Francis Lalanne? J'en sais rien, mais moi, personnellement, j'aurais tendance à lui accorder plus de respect que de méchanceté. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Hein. Je suis pas dans votre tête pour vous dire comment vous comporter. Je trouve ça juste dommage que nous, entre patriotes, on se crache sur la tronche H24. C'est du délire. Voilà, c'est n'importe quoi. À ma connaissance, les seuls qui tiennent tête à l'Europe, c'est la Hongrie au final. En mode, mais j'en ai rien à battre, moi c'est mon pays d'abord. On verra l'Europe après. Et à ma connaissance, c'est les seuls qui vraiment montent un peu les baloches face à l'Europe. Tous les autres s'écrasent. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. On va dire que celui qui est le plus médiatisé, ça va être la Hongrie avec Viktor Orban, qui depuis le début, voilà, soutient entre guillemets la paix, va à l'encontre de l'Ukraine, va même à l'encontre de certaines directives de l'Union européenne, etc. Donc forcément, ça ne plaît pas à l'Union européenne, ça ne plaît pas au système qui va le surmédiatiser. Mais à côté de ça, on a d'autres pays, on a la Pologne, on a la République tchèque, on a la Slovaquie, on a la Roumanie, on a la Moldavie. Alors la Moldavie ne fait toujours pas partie de l'Union européenne, mais globalement, elle va y être absorbée. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les élections législatives en Moldavie, ça a été complètement trafiqué, mais de manière grossière. C'est même incroyable qu'on n'en ait pas du tout parlé en France. Enfin, je veux dire, ça passe tranquille. Les mecs, ils coupent des ponts, ils empêchent la diaspora de se déplacer, ils ferment des bureaux de vote. Il y a 301 bureaux de vote d'un côté, il y en a 2 de l'autre. Enfin, des trucs délirants comme ça passe tranquillement. Et du coup, là, ils vont faire entrer la Moldavie dans l'Union européenne bientôt, d'ici 2030. Voilà. L'Ukraine, etc. Enfin bref, il y a plein de pays qui vont rentrer, notamment 4 qui ont été certifiés et d'autres qui vont arriver par la suite. Mais globalement, voilà, hein, la Moldavie, elle se rebelle. Enfin, les gens qui vivent en Moldavie, hein, pas les dirigeants, les gens qui vivent en Moldavie, la Transnistrie qui est juste à côté, entre l'Ukraine et la Moldavie. On a aussi la Slovaquie, je crois que je l'ai dit. Alors attendez, j'ai pris quelques notes quand même pour pas oublier, mais la Moldavie, la Transnistrie, la Roumanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et d'autres pays. Hein. Je travaille toujours avec des notes, histoire de ne pas oublier des éléments. Mais globalement, voilà. On a plein de pays, on a une alliance qui est en train de se faire contre la guerre en Ukraine et contre les décisions d'appuyer cette guerre, de la nourrir et même de déclencher une 3e guerre mondiale avec la Russie. On a une alliance entre la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Et dans ces pays, on prend des mesures au niveau constitutionnel pour aller à l'encontre de certaines directives de l'Union européenne. Par exemple, on met dans la Constitution le fait qu'il n'y ait que 2 genres, hommes et femmes, qu'il n'y ait plus une multitude de genres, etc. On met le cash dans la Constitution. Comme ça, on est sûr et certain qu'on ne pourra plus nous l'enlever plus tard, etc. Il y a plein d'autres directives comme ça qui vont dans ce sens-là. Et ce que fait Robert Fico actuellement, oui, c'est Robert Fico, si je dis pas de bêtises, non, André Babiš, en République tchèque, et tout le monde voilà, des fois je m'embrouille un petit peu les pinceaux, mais en même temps c'est tellement dense, il y a tellement de choses à voir et à écouter et à comprendre à droite à gauche que finalement on finit par tout mélanger. Mais bon, la République tchèque est en train de prendre une série de mesures qui, à terme, va l'obliger, si elle veut aller jusqu'au bout, à faire son exit, à quitter l'Union européenne. Donc là aussi, à mon avis, il va y avoir une attaque massive de l'Union européenne dessus, avec une énorme propagande, et à terme, peut-être même qu'on fera disparaître certains dirigeants de ces pays-là. Hein, on l'a vu avec Olivier Marleix, etc. Enfin, je veux dire, dès que tu vas à l'encontre de ce système, eh bien, on finit par t'éliminer d'une manière ou d'une autre. Alors on peut y aller avec les élections, comme ça s'est fait en Roumanie, où on interdit directement un candidat. Mais on peut aussi le faire en l'exécutant, en le faisant tomber du 8e étage, etc. Hein, voilà. Plein d'accidents qui peuvent arriver comme ça. Hop, un déplacement avec l'hélicoptère s'est écrasé, l'avion s'est écrasé. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Non mais, oh regardez, il a pris l'avion et il est mort. Faut refaire des élections maintenant. Voilà, ce genre de truc, ça peut arriver. Voilà, est-ce qu'il y a que la Hongrie qui se rebelle? Non. Puis il y a d'autres pays aussi qui sont de l'Europe de l'Ouest, qui eux sont plus dans le... Comment dire? Dans la parole, voilà. Ils sont pas dans l'acte. Ils sont juste là pour prendre de l'argent. Donc à chaque fois qu'ils vont l'ouvrir, à chaque fois qu'ils vont se rebeller, ils vont prendre du cash. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que plus tu protestes, plus on te donne du cash pour t'acheter. Et pour faire en sorte que tu restes tranquille pendant que cette construction se fait.
Bon, c'est magnifique, hein, l'Union européenne. Et c'est nous, encore une fois, qui payons. C'est nous, un contributeur net, qui payons. Et quand il n'y en aura pas assez, eh bien, on va faire une dette commune, etc. hein, comme c'est déjà le cas. Je crois avoir entendu parler d'une dette commune pour rembourser ou pour payer l'armement pour l'Ukraine pendant quelques années. Donc encore une fois, hop, on nous embrigade, on nous fait payer. Magnifique, j'adore. On est d'accord, Suisse-Bon, ils s'en mettent plein les fouilles aussi. Hein. C'est bien ce que je veux dire, il y a un problème avec l'Europe. Ils dépensent un pognon de dingue sur des conneries sans aucun contrôle. Et de l'autre côté, ils demandent de plus en plus de taxes. De l'autre côté, ils t'expliquent non, mais il y a le papy boom, il y a trop de vieux, il y a plus de jeunes pour les retraites, c'est foutu, il nous faut de l'immigration, donc il faut rentrer de l'immigration. Ils en ont rien à battre de la qualité de l'immigration qu'ils font rentrer, du coup, ça crée de la violence, ça crée de la criminalité absolument partout. Du coup, pour dire oh là là, mais regardez, ils sont en train de devenir racistes, les gens, à cause de cette criminalité, vite, il faut qu'on ouvre des mosquées absolument partout, il faut qu'on mette beaucoup plus de diversité dans les campagnes pour leur montrer que la diversité c'est cool. Du coup, ça marche encore moins bien. Du coup, c'est pareil, un autre truc. Calais, la jungle de Calais. Ouais, mais c'est des migrants qui veulent aller en Angleterre, on est là pour les aider à ce qu'ils aillent en Angleterre. Vous voulez pas tout simplement les aider à repartir dans leur pays et aider l'Angleterre à pas bouffer cette immigration? D'ailleurs, à ce propos, il me semble bien, je ne sais pas si tu l'as traité, mais il me semble bien que du coup, l'Angleterre trie ceux qui veulent garder et nous renvoie les pires. Ils ont signé un contrat comme ça, enfin un accord, la France et l'Angleterre, pour nous renvoyer les pires. Ceux qu'ils ne veulent pas, nous, on les récupère. C'est magnifique ou pas? C'est un bon échange de procédés. Hein. Concernant l'immigration, tout ça, c'est calculé, c'est voulu. Hein. C'est organisé par les mondialistes, c'est organisé par l'Union européenne elle-même pour tout simplement déraciner les populations, pour déraciner les pays, pour les faire pourrir de l'intérieur par la racine, tout simplement. Donc en gros, tu fais venir des gens de tous les horizons, avec toutes les origines, toutes les cultures, toutes les religions, histoire de mélanger tout le monde. Et une fois que tu as mélangé tout le monde, plus personne n'a d'appartenance dans ce pays. Personne ne se sent appartenir dans ce pays. Les gens qui sont originaires de ce pays, qui appartiennent réellement à l'histoire de France, c'est-à-dire ils ont vu leurs ancêtres et leurs ancêtres et leurs ancêtres naître sur les terres françaises, grandir avec l'éducation française, les valeurs françaises, l'histoire française, etc. Et donc toi, tu es venu au monde et tu fais partie de ces Français autochtones de souche qui sont là et qui sont censés aimer leur patrie. Et même eux la détestent. Même moi, par un moment, je me suis mis à détester la France. J'avais honte d'être un Français, tellement je ne comprenais pas ce qui se passait. Hein. Enfin, je veux dire, avant de comprendre ce qui se passe, il faut déjà chercher, faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et avant d'avoir fait ce travail-là, tu crois qu'en fait, c'est la France qui est pourrie. T'as pas compris que derrière, il y a tout un processus, il y a un système qui fait que la France devient de plus en plus pourrie. Et toi, tu te mets à détester ton pays. Eh bien, c'est pareil pour des millions de personnes qui, elles, ne comprennent pas ce qui se passe et donc détestent leur pays. Elles n'ont même plus envie de le défendre parce qu'elles voient en l'État français, et ce qui est le cas actuellement, un ennemi prédateur qui est prêt à tout te prendre. Jusqu'à ta propre vie s'il le faut. Il est prêt à tout te prendre pour survivre et pour continuer sa construction européenne et son délire mondialiste. Mais ça, faut déjà le comprendre pour pouvoir déjà se faire une petite idée du monde dans lequel on vit. Donc déjà, tu as les Français de souche, et n'y voyez pas d'attaque personnelle, hein, je parle de toutes les ethnies, etc. Enfin, je veux dire, il peut y avoir, alors on va aller dans les termes précis, il peut y avoir des gens de toutes les couleurs et de toutes les origines qui ont plusieurs générations en France et qui sont des Français de souche. Donc on mélange tout le monde et on ne fait pas d'amalgame dans le sens, il n'y a pas de racisme dans mes propos, ok ? Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que les gens qui arrivent maintenant, ceux qui sont triés sur le volet et qui arrivent avec des compétences et de la valeur ajoutée, eux, ils vont venir, ils vont s'intégrer, ils vont partager les valeurs, ils vont vraiment faire en sorte que ce pays puisse se développer, ils vont apporter une vraie richesse, eux, c'est des vraies chances pour la France. Par contre, tous les autres qui, eux, arrivent sans filtre, sans rien, avec les vannes ouverts à fond la caisse, eux, ils arrivent avec leur religion, etc., leur coutume, enfin, leur histoire, tout ce qui leur appartient, c'est très bien, mais ils arrivent ici et ils ne se sentent pas chez eux. Ou du moins, ils sont chez eux temporairement. Mais ils ne se sentent pas redevables de la nation, ils ne se sentent pas amoureux du drapeau, ils ne se sentent pas enfants de la patrie. Et donc demain, s'il y a besoin de défendre la patrie, ils ne le feront pas. Et en fait, ce déracinement, il sert à ça, à faire en sorte que plus personne n'ait envie de défendre la patrie. Et aujourd'hui, on a besoin de créer un anticorps contre ce système d'eurofédéralisme qui veut absorber la France et la détruire. Sauf que l'anticorps, il ne se crée pas. Le sang ne se coagule pas, il ne fait pas bouclier contre ça. Pourquoi ? Eh bien parce que tout le monde est divisé, il y a tellement de minorités, tellement d'origines, tellement d'ethnies différentes en France et en Union européenne, que finalement, on se fait la guéguerre entre nous, au lieu de faire la guéguerre au système. Et ça, c'est voulu, c'est organisé. Et si on pouvait se faire la peau entre nous, ce serait encore plus facile pour eux. Hein. Ça leur permettrait d'instaurer encore plus de surveillance, plus d'autorité, etc. Et puis, en même temps, ça débarrasserait un petit peu le plancher.
parce qu'on vous dit que c'est pour repeupler, etc. Alors que quand tu dézoomes, sincèrement, tu dézoomes en dehors de la France, mais que tu regardes au niveau mondial, il y a véritablement une volonté de faire disparaître des gens. Et je pèse mes mots en disant ça. Donc, est-ce qu'on est là pour repeupler ou est-ce qu'on est là pour déraciner ? De mon point de vue, et ça ne regarde que moi, c'est mon opinion personnelle, pour moi, on est en train de déraciner les gens pour être certain que personne ne défende ce pays. Et on le voit aujourd'hui, personne ne le défend. Personne, à part quelques amoureux du drapeau, quelques amoureux du pays, quelques personnes qui aimeraient faire en sorte que ce pays reste ce qu'il a été et continue à l'être pour plusieurs générations. Et quand même, je vous ai parlé tout à l'heure, on était 2e puissance économique mondiale. On parle pas mondial. Je sais pas si vous vous rendez compte, si on était resté sur cette trajectoire, on serait ultra riche. Tous les Français auraient de la caillasse dans les poches. Au lieu de ça, on nous a pillés, on nous a appauvris. Je sais pas, rendez-vous compte de ce qui s'est passé. On nous a vidé les poches. Et aujourd'hui, on n'est plus 2e. Je sais même pas à quel rang on est, mais très clairement, on s'est fait déclasser. Et ça va continuer. Parce qu'il n'y a aucune raison rationnelle que la pente se redresse par magie. Parce que Macron a décidé qu'on avait de la croissance, qu'on avait réindustrialisé plus d'entreprises qu'on en a fermées. Mais mon coco, si t'as déjà tout fermé, forcément qu'à un moment donné, tu vas finir par inverser la courbe. Il n'y a plus rien à fermer. Les seules qui restent, c'est celles qui ont les reins solides. Ou celles qui n'ont vraiment pas envie de jeter l'éponge. Et celles que t'as ouvertes, c'est des entreprises qui sont subventionnées. Donc ouais, tu peux créer de l'emploi. C'est avec notre argent, enfoiré. Donc ouais, on est dans la merde. Je suis pas en couille. Je suis désolé. Mais je te jure, j'en ai marre de ce pays. J'en ai marre. Je l'aime. Mais j'en ai marre de ces dirigeants qui sont en train de nous couler, littéralement, qui sont en train de nous couler. Alors j'ai quelques notes encore, on va aller un tout petit peu plus loin, et puis on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo, qui commence à être longue, hein, mine de rien. Waouh, je rigole pas, moi, quand je fais une vidéo réaction sur une vidéo de Psyodélique. Alors en même temps, je suis une vraie pipelette, dans le sens où il y a tellement de choses à dire sur ce système que... Voilà, sortez le rameur, parce que moi, personnellement, je m'arrête plus après. Bref, on va aller à 46 minutes et 34 secondes. D'ailleurs, dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un disait que je ressemblais à Eminem. Alors, c'est pas la première fois qu'on me le dit quand je porte cette casquette et que je suis rasé comme ça. Eh bien, mes collègues, certains de mes collègues, dont mon gérant, eh bien, lui, des fois, il me compare à Eminem. Bon, c'est rigolo, ça fait la blague. Mais bon, si j'avais son talent, je serais très loin. Je serais très loin d'ici et de toute façon, je serais pas français. Hein. Si j'étais Eminem, je serais américain. Voilà, donc bon... Dans tous les cas, c'est flatteur d'avoir un sosie, quelque part, de riche et de célèbre, et de fort dans sa discipline. Parce que mine de rien, pour atteindre le niveau d'Eminem, bon, c'est quelque chose quand même. L'Union européenne est une vaste escroquerie malgré son idée louable, lobbying massif, corruption avérée. On est totalement d'accord. C'est pour ça que je dis, sur le papier, c'est génial. Mais le problème avec les gens qui sont en place actuellement, qui sont juste une caste, qui n'ont rien à foutre du peuple, c'est juste une histoire de pouvoir et d'argent, et ça s'arrête à ça. Alors, c'est vrai que sur le papier, c'est intéressant, mais c'est vraiment que la promesse qu'on nous a faite. Hein. C'est que la promesse. Malheureusement, la promesse n'est restée qu'une promesse, et c'est tout l'inverse qui nous est arrivé. Alors certes, on n'a pas eu de guerre pendant 80 ans, mais là, on est en train de le faire. Et ce qui est vraiment horrible, c'est qu'on va emmener les 27 pays de l'Union européenne, plus tous ceux qui sont alliés avec l'OTAN, etc. Donc ça va vraiment partir en saucisse merguez. Donc cette promesse, elle n'est pas tenue, mais en plus de ça, elle va faire beaucoup plus de dégâts à long terme. La prospérité économique, etc. Je vais pas revenir sur mes propos, voilà, je vais pas me répéter, mais sur le papier, peut-être, la promesse qu'on nous a faite, elle était incroyable. Ça reste qu'une promesse. Il faut pouvoir tenir ses promesses. Quand on fait une promesse, il faut s'engager à la tenir. Sauf que l'Union européenne, elle a fait des promesses, mais à aucun moment elle s'est engagée à les tenir. Au contraire, elle a tout fait pour aller dans l'autre côté de cette promesse, c'est-à-dire nous apporter tout le contraire. Et ça fait mal. Ça fait mal de se rendre compte de ça. Et quand on voit toute la corruption qu'il y a au sein de nos élites, effectivement, quand tu dis c'est une mafia, c'est des techniques mafieuses. C'est la corruption européenne. C'est pas la Commission européenne, c'est la corruption européenne. Il n'y a qu'à regarder, hein. Je pense que tu devrais vraiment faire des vidéos sur Frédéric Balkan. Fais des vidéos sur Frédéric Balkan, va voir la dernière interview de Frédéric Balkan sur Nexus, tu vas voir, c'est de qualité, c'est incroyable, tout ce qu'il dénonce sur le processus de corruption qu'il y a au niveau des institutions européennes. C'est un pur film, c'est de la dinguerie. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, toute cette institution tient sur le mensonge et sur la corruption. Rien d'autre. Tout le monde est complice. À son petit niveau, je veux dire... On dirait que c'est un complot immense avec tout le monde dans la confidence, mais non. C'est juste qu'il y a des gens qui vivent pour eux, pour leurs intérêts personnels, et au-dessus, on distille comme ça l'argent, les pouvoirs, etc., pour faire le marionnettiste. Et ça marche bien, ça joue bien. C'est la corruption, c'est magnifique.
Vraiment, fais des vidéos sur Frédéric Balkan, je pense que ça va plaire à ta communauté. Je vois qu'ils sont un peu éveillés sur l'UE, etc. Quand je regarde un peu les commentaires en défilant ta vidéo, parce que moi j'aime bien quand je regarde tes vidéos, lire les commentaires. Ça c'est un truc que j'aimais bien faire, surtout quand je faisais des lives, mettre les commentaires et ensuite les relire après que j'ai fini de faire ce live. C'est toujours intéressant de voir ce que la communauté pense, et franchement, il y a des très très bonnes réflexions dans ce que dit ta communauté à certains égards. Et vraiment, je pense que Frédéric Balkan devrait t'intéresser. Voilà, c'est magnifique sur papier, mais malheureusement, l'UE, c'est une mafia, et tu fais bien de le dire, c'est une mafia. Ils imitent clairement la mafia. Et ils en prennent tous les codes, en fait. J'ai pas la notoriété, si vous voulez. Je peux pas aller sur Toxin ou autre chose, j'ai pas la légitimité. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a dit, je suis pas encore homologué. Alors, Ah oui, il est pas homologué. Il a 9000 abonnés, ça serait bien que vous l'homologiez. Parce que vous avez vu, non, mine de rien, il parle bien, il parle posé, il fait ses recherches, moi je consomme pas tout le temps ces vidéos parce que c'est trop de l'analyse chill. Moi j'ai besoin d'un truc un peu plus funky la balayette, mais je l'aime beaucoup, si c'est votre cam, des trucs où t'es posé et t'es beaucoup plus dans l'analyse, franchement allez découvrir La Pilule Rouge, allez découvrir Big 8, il mérite largement. C'est hallucinant avec le travail de qualité qu'il a là-bas, il soit entre guillemets que à 9000 abonnés. Eh bien, merci à toi, l'ami Psyodélique, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Dalibor, d'avoir tamponné mon CV avec le tampon validé Psyodélique. Alors, j'ai déjà été validé par Teddy en roue libre. J'ai aussi été validé par Olivier Roland et aussi par Jean-Marc Sabatier. J'espère que d'autres personnes, d'autres personnalités viendront valider mon CV. Ça me fera super plaisir. Mais bon, après, on ne fait pas ça pour être homologué, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est toujours sympatoche d'avoir le tampon sur le CV. Mais derrière ça, l'enjeu, c'est quand même la survie de la France. Donc, merci encore une fois beaucoup, l'ami Psyodélique. Hein, vraiment, c'est... Rappelle-toi à l'époque, les discussions qu'on avait. Quand tu avais une chaîne qui était à 10 000 abonnés, moi j'avais une chaîne qui était à 1000 abonnés. Et je te disais toujours, tu es mon mentor, dans le sens où tu étais un exemple pour moi. Sur YouTube, je t'imitais beaucoup. Et aujourd'hui, eh bien, toujours, c'est le cas. Tu es une espèce de mentor, dans le sens où tu as réussi à faire de ta communauté quelque chose d'énorme. Hein, 263 000 abonnés, c'est énorme. Tu es suivi par beaucoup de monde, tu es influent. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment sympatoche d'en être arrivé là. Alors c'est un long parcours, c'est difficile. J'ai vu que tu as pas mal de casseroles. Ah, c'est pas toi qui les as, mais c'est les gens qui te les mettent sur le dos. Et donc, ça doit être difficile de vivre dans cette ambiance-là. Il faut vraiment avoir des plumes de canard. Il faut que ça glisse, il faut que ça perle sur toi comme des plumes de canard. Sinon, je pense que c'est la porte ouverte au suicide. Je suis désolé du terme, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne supporteraient pas ce que tu supportes au quotidien. C'est vrai que c'est très difficile de se faire attaquer par le système et par ceux qui défendent le système. Alors après, on ne peut pas être d'accord sur toutes les idées, mais le but, c'est vraiment de se parler et de confronter nos idées pour arriver à un espèce de consensus, un équilibre. Aujourd'hui, il y a la pensée unique. Et cette pensée unique-là, elle est très dangereuse. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de débat, où il n'y a plus d'idées contradictoires, où il n'y a même plus la possibilité d'avoir des idées contradictoires, et d'être donc en contradiction, eh bien ce n'est plus de la démocratie. Hein. C'est juste, à la base, une espèce d'idiocratie, d'accord ? Mais c'est aussi de l'idéologie. C'est de la moraline, c'est tout ça. Mais en aucun cas, on est dans de la démocratie avec un échange d'idées, etc. Donc c'est très important de se parler. Et quand je vois certains commentaires qu'il y a sur ta chaîne, certaines attaques, bah, je me dis que ça doit être très dur. Alors, je sais que tu bloques beaucoup, etc. Mais quelqu'un comme moi qui, demain, se prend une avalanche d'attaques, je pense que ça doit être très très dur. Et franchement, bravo à toi pour tout ce que tu as subi et tout ce que tu as déjà fait. Encore une fois, on peut pas être d'accord sur tout ce qu'on dit, sur tout ce qu'on fait, mais il y a le respect du travail et tu couvres quand même pas mal de choses et c'est très bien. Et je suis content de me faire tamponner, valider par toi. Hein. Je sais que dans ma communauté, il y a des personnes qui m'ont déjà dit oui, mais j'aime pas Psyodélique, etc. Ça ne vous regarde que vous. Là, je m'adresse à ma communauté. Ça ne vous regarde que vous. Moi, je travaille avec tout le monde. Alors, plus avec certaines personnes que d'autres, évidemment, parce que ça doit être très difficile d'aller travailler avec des gens qui sont à fond dans l'idéologie, à fond européistes, etc. On se comprend bien, je travaille avec tout le monde dans la limite du raisonnable. Je ne vais pas travailler avec le système en essayant de le démonter, hein, faut pas déconner. Mais dans l'idée, j'essaie d'être ouvert à tout le monde et d'être ouvert à toutes les idées. Des fois, ça grince un petit peu dans ma tête, c'est normal. Ça grince dans la tête de tout le monde. Mais je pense que si on est assez ouvert pour se comprendre et pour s'unir, je pense qu'on peut littéralement faire tomber tout un système, même si celui-ci a la botte du pouvoir écrasé sur ta joue. Mais bon, pour ça, il faut réussir à se parler. Et malheureusement, aujourd'hui, eh bien, le dialogue a beaucoup été rompu. Il va falloir passer au-dessus de ça. Mes amis, ceux qui regardent cette vidéo, là, ma communauté, va falloir passer au-dessus de ça. Si vous voulez aller plus loin et sauver votre patrie, votre avenir, vos enfants, vos petits-enfants, va falloir aller au-dessus des clivages, va falloir aller au-dessus des idées, va falloir aller au-dessus de
de l'animosité qu'on a envers certaines personnes et commencer à s'organiser, parce que sinon c'est la fin. Autant quitter l'Union européenne tout de suite, autant faire les autruches, comme je vous ai dit. Le système vous rattrapera, certes. Vous pouvez partir, le système vous rattrapera dans quelques années. Mais en attendant, ça vous permettra peut-être de vivre une vie à peu près normale. C'est juste retarder l'inévitable. Donc soit on s'unit, soit on se déteste, mais à la fin, ça changera tout. En tout cas, là, je me réadresse à Psyodélique. Encore une fois, merci beaucoup pour cette réaction. J'ai vu que tu avais déjà recommandé ma chaîne via certains de mes auditeurs. Il y a certaines personnes qui m'ont remonté et qui m'ont dit « C'est Psyodélique qui m'a conseillé ta chaîne ». Alors, j'ai pas vu toutes tes vidéos, évidemment, tu comprends bien que je ne consomme pas tous tes contenus, j'ai pas le temps pour ça non plus, mais de temps en temps, ça m'arrive et ça me fait plaisir de voir aussi ton contenu, et ça me fait plaisir que tu aies recommandé plusieurs fois mon contenu. Voilà, je pense que tu as les chevilles assez gonflées. Tiens, j'en perds ma... Elle a carrément sauté. Moi aussi, je gonfle des chevilles, je crois. Non, je gonfle pas des chevilles, c'est accroché au niveau de la ceinture, ça. Merde. Bon, trêve de vulgarité. Franchement, ça fait plaisir. Je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Je crois que j'ai encore un point à soulever. Ah, j'en ai deux. Alors, deux. On va les soulever quand même avant de se quitter. Je vais rattacher ma ceinture et mes bretelles. Et on va terminer là-dessus en beauté, je pense. Alors, c'est 53-10, il me semble. Ça a permis de gagner cette guerre, voilà, de se libérer. La France a été libérée et on peut le dire, c'est en partie aussi grâce aux résistants. Et nous, il n'y aura pas de débarquement, il n'y aura pas de Russie qui viendra nous aider, il n'y aura pas de tout ça. On est tout seul. D'accord, on est tout seul. Et c'est surtout ça, on est tout seul. La France est toute seule. Et une preuve irréfutable que tout le monde s'en se gag de la France et que même quand elle est dans la merde, elle est toute seule, regardez l'Eurovision. Quand c'est la Serbie qui est là, la Croatie vote pour la Serbie, la Bosnie vote pour la Serbie, il y a des pays copains qui votent pour le pays copain. La France, personne vote pour elle. Même la Belgique vote pas pour elle. La Suisse vote pas pour elle. Il n'y a aucun soutien. Le Portugal vote pour l'Espagne, l'Espagne vote pour le Portugal. Il y a du copinage, la famille. Bon, en même temps, s'il n'y a pas cet esprit de famille, on se fout sur la gueule. Donc t'as intérêt à ce que la Croatie donne quasiment le max de points à la Serbie, parce que sinon c'est un peu le bordel. Mais c'est aussi ça une famille. La France, tout le monde s'en fout. Tu sais, c'est vraiment l'élève gentil que tout le monde tabasse, tout le monde lui roule dessus, tout le monde lui récupère de l'argent pour son goûter. Mais quand il est dans la merde, tout le monde s'en fout. Parce que à force d'être gentil avec tout le monde, personne ne te considère en tant que tel. Et ça s'arrête à ça. Voilà, là, il dit clairement une vérité. On est tout seul, et tout le monde s'en se gag de la France. Parce que la France, elle ne représente plus grand-chose. Et ça, c'est de notre faute à nous, hein. Tous ensemble. C'est de notre faute à nous, parce qu'on a laissé faire. Alors, on va pas se jeter la pierre. C'était très difficile de comprendre ce qui se passait. Ça a été documenté, ça a été relayé, mais ça prend du temps à arriver jusqu'aux oreilles de chacun des citoyens. Et ça prend du temps encore pour germer et pour arriver à cet instant où tu as le déclic qui te réveille. Tu vois, au moment où tu ingères ça, ça prend du temps. Des fois, tu te le prends dans la tête, comme moi, ce fut le cas avec la vaccination Covid. Quand je me suis fait vacciner, j'ai mangé ça. Voilà, je me suis réveillé. J'ai compris qu'on était dans un monde artificiel qui était basé sur le mensonge. Et du coup, je me suis mis en quête de vérité et j'ai commencé à m'informer. Et là, le monde m'est paru beaucoup plus sombre. Ah, clairement, le réveil fait mal. Et tu te rends compte qu'on est tout seul. Et que personne viendra nous sauver. Donc soit les Français se sauvent eux-mêmes, soit on disparaît. Et ça marche aussi pour tous les pays des 27. Hein. Chaque pays doit se sauver lui-même. Et le mieux, ça serait que tout le monde coopère. Mais pour ça, il faut que chacun veuille le faire. Ce qui n'est pas gagné, mais vraiment pas. Donc effectivement, merci Dali de le souligner, nous sommes tout seuls. Et je crois que vers la fin, tu dis, il faut qu'on se parle. Bon, j'espère que la vidéo vous a intéressé. C'était un peu long. On a parlé de tout et de rien. On a beaucoup dévié, mais ça fait du bien aussi de parler un peu, on va dire un peu de manière sérieuse. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à découvrir le travail de la pilule rouge, Big 8. N'hésitez pas à découvrir mon travail aussi. Soutenez au maximum, à gauche, à droite. Le truc, c'est que il faut qu'on arrive à réinstaurer un dialogue, mais un dialogue justement adulte, mature, parce que et pas des blaireaux qui vont juste dire rien, tu as de la merde, ouais, ça fait du bien d'avoir des chaînes qui sont juste dans de la discussion adulte et mature. Bref. Et oui, comme le dit Psyodélique, il faut absolument qu'on se parle, sinon, eh bien le cycle se répétera.
Parce que les gens sont bloqués dans un cycle infernal. C'est une boucle algorithmique. Sauf que c'est pas géré par un algorithme. Encore que l'algorithme YouTube et les algorithmes TikTok, etc., nous enferment dans une bulle informationnelle. Donc en gros, ce que tu aimes consommer, bah, tu vas le bouffer à vitam aeternam. Donc forcément, quand tu restes là-dedans, et ça pour le coup Macron a raison, quand tu es enfermé dans cette boucle, tu te radicalises. Mais bon, c'est pas lui qui l'a inventé ce concept, hein, d'accord ? C'est les petites fiches McKinsey, etc., qu'on lui met dans l'oreille, et puis il récite sa petite citation. Mais force est de constater que c'est une vérité. Quand tu es enfermé dans une boucle, tu te radicalises. Et du coup, il faut essayer de casser cette boucle et essayer d'aller regarder un petit peu ce qui se passe à droite à gauche et essayer de dialoguer, renouer le débat, renouer le dialogue. Et ça, c'est vraiment très très compliqué dans la société actuelle parce que tout est fait pour nous diviser. Parce que la division, c'est s'assurer de mieux régner. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une situation aussi catastrophique, c'est pour ça qu'on joue sur les minorités, c'est pour ça qu'on joue sur l'immigration, c'est pour ça qu'on joue sur la division des partis politiques, c'est pour ça qu'on joue absolument sur tous les terrains pour vous rendre fous et mieux vous contrôler. Point. Et donc on doit se parler. Merci Psyo pour cette petite conclusion de vidéo. On doit apprendre à se parler. Il y a un truc, j'ai envie de revenir sur un point, on va rigoler 2 secondes. Mais Big Gate. Mon ancien pseudo, c'est Big Gate. Je sais pas s'il s'identifie encore comme Big Gate. Big Gate. T'as vu comment c'est casse-couille? Tu m'étonnes que personne ne va en parler. Il est là le truc. Il est là le truc. Alors, n'hésitez pas à découvrir le travail de la pilule rouge. Hein. Il a 9000 abonnés. Il a 9000 abonnés, il mérite largement plus. Et pour la petite histoire, c'est Big Gate. Hein. C'est un ancien collègue de Trial avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans, 15 ans. Facile. Sur la marque Trial avec Ubisoft. Donc je me permets des familiarités avec lui, hein. Il m'énerve là, avec sa chemise bien toute propre là, et tout, alors que moi je suis en mode plouc, il m'énerve à être beau gosse comme ça. Bisous à toi. Continue. Je suis complètement débile. Et voilà, je suis complètement débile. Ouais, la chemise, hein, c'est vraiment alors, on me l'a déjà reproché de temps en temps, le col élevé comme ça, les bretelles, la casquette, tu vois, c'est un code vestimentaire qui est assez bizarre. C'est pour brouiller le système. Je suis anti-système, donc c'est pour brouiller les codes. Je casse tout en fait avec cet accoutrement, avec ces bretelles, avec ce col complètement ouvert et cette casquette qui à la base me servait à l'époque quand je faisais des vidéos qui étaient promptées, parce que derrière moi là, j'ai 2 prompteurs que j'utilise pas, ils prennent la poussière parce qu'à l'époque je faisais des vidéos qui étaient écrite à l'avance et ensuite blabla, hein, tu lis ce qu'il y a écrit sur ton écran et puis tu déroules ton narratif et c'est un truc que je ne supporte pas. Mais à l'époque, pour un souci de coupure, de reprise, hein, par exemple tu fais une vidéo puis tu coupes et tu reviens plus tard continuer cet enregistrement, il y a la casquette. Comme ça tu peux faire des faux raccords. Enfin, ça t'évite de faire des faux raccords plutôt. Donc si tu as des cheveux, tu es coiffé d'une certaine manière et que tu reviens 2-3 jours après et que tu n'as plus de cheveux parce que tu t'es rasé les cheveux ou tu t'es rasé la barbe ou que tu n'as plus la même coiffure, eh bien hop, une casquette et au moins ça t'enlève le problème des cheveux. Et donc je me suis fait une image de marque qui était ADM pour Académie des millionnaires parce que j'avais une chaîne sur l'investissement que je vais pas tarder à reprendre parce que visiblement il y a quand même pas mal de monde qui me demande de faire quelques vidéos sur l'investissement, mais en tout cas, voilà, je me suis dit je vais lier l'utile à l'agréable. Et du coup, ça me fait un look un peu atypique. Et certains qui me disent, mais pourquoi il a une casquette, etc. Eh bien, c'est juste pour une question de raccord. Alors, à l'époque, c'était une question de raccord. Maintenant, c'est devenu une question d'image de marque. Hein. C'est l'habitude. Les gens me reconnaissent avec la casquette. Et puis ça, c'est carrément l'antisystème. Tu sais, normalement, je l'ai pas là, mais normalement, tu mets une cravate, tu remets le col sur le bas, et puis tu mets une veste par-dessus, et puis voilà. Tu as de la présence, puis tu te coiffes bien, et tu mets pas de chapeau. Eh bien, moi, je fais tout l'inverse, parce que ce système, je n'en veux plus. Et je ne veux pas vivre dans les codes de ce système. Et donc, c'est le rebelle, c'est la pilule rouge, et j'aime bien. Voilà, je voulais juste finir là-dessus, parce que ça m'a fait rire la première fois que j'ai écouté ça. Ma copine, elle est en horreur. Quand je porte ça, elle est en horreur. Elle me dit, j'aime pas quand t'as le col comme ça et tout. Et au moment où Psyo, il dit ça, elle éclate de rire. Elle dit, tu vois, même lui te le dit. Et juste après, elle me dit, ouais, t'es beau gosse et tout. Et là, je lui dis, tiens, chais. C'était rigolo. Mais bon, on va se quitter sur cette petite anecdote très sympa. Pourquoi la chemise blanche aussi, on me l'a demandé. On me dit, oui, tu changes jamais de fringues. Alors j'ai plein de chemises blanches dans mon armoire juste pour faire des tournages, parce que c'est la balance des blancs. Si je mets du noir, la caméra, elle satie. Elle fait des hauts et des bas, elle n'arrive pas à cadrer, elle fait des zooms, des dézooms, c'est assez bizarre. Donc je porte une chemise blanche pour aider tout simplement la caméra à soulager le montage et surtout la captation de l'image. Bref, merci beaucoup.
à Dalibor. Merci à vous qui êtes encore là. Merci pour tout votre soutien. Et puis, j'espère sincèrement qu'on va se coaguler contre ce système et qu'on va réussir à casser cette Union européenne en faisant le Frexit, mais en allant bien plus loin. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a un gros problème. L'Union européenne et la France ont créé tout un panel de lois, de normes, qui sont là et qui resteront là une fois qu'on aura fait le Frexit. Donc, si on sort de l'Union européenne et qu'on ne va pas tout détruire, qu'on ne casse pas toute cette construction et qu'on la rase, eh bien ça ne changera rien. Parce que derrière, on sera emmerdé par nos propres lois qui nous obligent à dégrader nos conditions de vie, à dégrader notre pays, à le détruire. Ça nous oblige à aller vers la décroissance. Donc, le Frexit, oui, mais derrière, il faut tout nettoyer. Les institutions, le système, repartir tout simplement d'une page blanche. Il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo sur des déclarations d'aldostérone. Vous allez voir, il résume plutôt bien ce que je suis en train de vous dire, mais de manière beaucoup plus fluide, avec son phrasé qui est quand même extraordinaire. Et vous allez voir que ce qu'il dit, ça revient exactement à ce que je viens de vous dire. En gros, le Frexit c'est bien, mais ça ne suffira jamais. Parce que derrière, on va se faire atomiser par l'extérieur et par l'intérieur. Bref, sur ce, on se quitte. Merci beaucoup, un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs dans l'espace des commentaires. Ça me fera plaisir et puis ça soutiendra mon travail. Allez, à bientôt.